effectivement, on a, en tant qu'entreprise de santé particulièrement impliquée dans le domaine du cancer, et ce depuis 50 ans, eu aussi envie de regarder au-delà de l'apport thérapeutique, de regarder comment les femmes, notamment touchées par le cancer du sein, vivaient au quotidien leur vie, et notamment leur vie professionnelle. D'où l'idée, effectivement, de mener une assez grande enquête auprès des femmes touchées par un cancer du sein et des oncologues libéraux. Et les résultats de cette enquête étaient particulièrement intéressants parce qu'elle a révélé 2 ou 3 points que je vais vous donner, mettre en exergue. Le premier point, c'est qu'on pense que les femmes ne veulent pas rester au travail pour des raisons financières. C'est absolument pas le cas, selon leur dire. Seulement 7% des femmes ne veulent pas rester au travail pendant leur traitement, et c'est peu dans l'absolu. Et quand on fait ce parallèle dans le regard des professionnels de santé, on s'aperçoit qu'eux pensent qu'elles ne veulent pas rester au travail pour plus de 50%. Donc probablement le sujet n'est pas abordé parce que c'est sous l'angle financier et que ça reste un angle très intime. Le deuxième point qu'on peut mettre en évidence dans cette enquête, c'est que aujourd'hui, effectivement, grâce au progrès thérapeutique, près de 30% quand même des femmes touchées par un cancer du sein veulent et travaillent en pleine période de traitement. Donc on voit qu'effectivement, les avancées thérapeutiques, l'amélioration de la prise en charge des cancers permettent aujourd'hui, en tout cas aux femmes touchées par un cancer du sein, de continuer un processus de travail. Et du coup, la question qui se pose très clairement aux entreprises, que nous sommes aussi par ailleurs, outre le fait de développer des médicaments, on est dans l'absolu aussi une entreprise, la question qui se pose à nous, c'est de se dire comment je fais dans la gestion de mes ressources humaines, comment je fais pour répondre à la demande de ces personnes touchées par la maladie, alors cancéreuse ou chronique très invalidante. Et ce qui me donne peut-être l'opportunité d'aborder une deuxième initiative qu'on est en train de mettre en place. D'ailleurs, on signe demain. Une initiative qui est vraiment centrée, pour le coup, sur l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise en situation de cancer, de près ou de loin. Et c'est un programme qu'on signe demain avec l'association Cancer at Work, qui va permettre d'accompagner l'ensemble de l'entreprise, un programme de 3 ans, et qui va permettre, d'abord, effectivement, et on rejoint pas mal de discussions de tout à l'heure, c'est qu'est-ce que l'ensemble des collaborateurs pensent du cancer. Bon, le cancer, c'est un sujet tous les jours, on le traite, hein, on ne fait que ça au quotidien, mais entre travailler sur notre papier, les molécules, etc., c'est une chose, ensuite avoir un collègue en face de soi, c'est une autre. Donc on va déjà faire une première étape qui est de sensibiliser au vécu de la personne avec un cancer. Et après, qu'est-ce que je fais quand je vais me retrouver devant elle? Est-ce que je vais trouver les mots? Est-ce que je vais lui en parler? Est-ce que si elle est fatiguée, je vais oser lui dire je peux t'aider? Enfin, tout autant de questions. Donc il y aura toute une période d'information, de sensibilisation sur le sujet. Ensuite, on va faire un diagnostic très précis de ce que les collaborateurs attendent de l'entreprise en termes d'action. Est-ce que je suis suffisamment au courant de ma mutuelle? Est-ce que je sais à qui m'adresser? Est-ce que je dois parler à mon manager? Est-ce que mon manager est bien formé sur comment il va me gérer? Donc on va mener toute une phase de diagnostic qui sera menée donc à la fois par la direction et par les collaborateurs. Et de ce diagnostic, on va construire un plan d'action sous forme d'atelier et un plan d'action qui sera mis en place pendant 3 ans. Et en fait, l'important, c'est de se dire, je mets en place un plan d'action et puis basta. Non, ce serait juste se donner bonne conscience, je crois. On va mettre ce plan d'action et ensuite, tous les ans, par un système d'enquête sur l'ensemble de l'entreprise, évaluer la pertinence et l'efficacité de ce plan. Donc ça commence lundi, puisqu'on rentre dans cette phase-là. Et je dirais que, enfin, souvent on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, c'était pas possible qu'une entreprise comme la nôtre, qui faisons du cancer notre quotidien, de se dire, et pour ceux qui travaillent sur le sujet, qu'est-ce que je fais? Donc, c'était vraiment extrêmement important que la direction, avec l'ensemble des partenaires sociaux d'ailleurs, qui sont largement associés, s'intéressent à ce sujet et vraiment s'impliquent, et de manière très concrète et en fait avec l'objectif de se dire je veux que mes collaborateurs soient en capacité de se projeter tout en étant protégés.
Voilà. Et j'espère que ce programme sera un programme efficace et qui apportera des solutions. En tout cas, si on peut apporter un modèle, je pense qu'on aura fait quelque chose de bien, parce qu'il faut multiplier ces initiatives-là. Alors effectivement, je suis coach. Je me suis formée au coaching après avoir été malade, peut-être commencer par là. J'ai eu un cancer du sein en 2007. À l'époque, je travaillais dans une grande entreprise et je suis retournée au travail tout à fait normalement. Après un an d'arrêt à peu près, donc j'avais eu entre-temps 2 opérations, de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Je suis partie avec un traitement d'hormonothérapie pendant 5 ans. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'en entreprise, alors l'accueil s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis là-dessus, même si à l'époque on parlait pas du tout de retour au travail. Et mais globalement, j'ai retrouvé mon poste. J'avais un patron qui me disait Valérie, vous revenez au rythme que vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc plutôt bien passé. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'est moi qui tenais absolument plus la route. Donc je rejoins ce que vous disiez, docteur Martin, sur l'aspect cognitif. Là, ça c'est clair que ça tournait plus là-haut, en tout cas plus comme avant. La fatigue était effarante. J'étais toujours en déplacement comme j'étais avant, donc ça n'avait rien changé dans mon boulot, mais moi je ne tenais plus du tout le rythme. Donc très rapidement, il a fallu que je trouve des solutions, que je cherche autre chose. Donc j'ai fait le choix de partir de l'entreprise. C'était mon choix. Et derrière, il y a eu un grand vide quand même pendant quelques temps, parce que du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, je précise que je travaillais à l'époque en entreprise, dans les ressources humaines. J'ai donc une carrière de 25 ans dans les ressources humaines. Et quand j'en suis partie, j'ai fait 2 choses quand même après cette période de vide. D'abord, j'ai commencé une formation de coach, qui était un peu en lien direct avec ce que j'avais fait auparavant dans l'entreprise. Et je suis rentrée comme bénévole à Europadonna, donc à Lyon, avec Pascal Romestin, entre autres parce qu'il n'y a pas qu'elle ici, d'Europadonna. Et très rapidement, j'ai fait le lien entre ce que j'avais vécu, ma formation de coach, et les femmes que je rencontrais très souvent, qui nous disaient et qui nous disent toujours mais le retour au travail, c'est angoissant. Donc, je ne vais pas vous redire tout ce qui a été dit auparavant, parce que tout a été dit. Mais c'est le quotidien des personnes qui travaillent dans ces métiers-là. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas réfléchir à proposer quelque chose pour ces femmes, principalement des femmes. Aujourd'hui, je n'ai pas d'hommes qui sont encore venus me voir, mais je ne les espère pas. Mais pourquoi pas proposer quelque chose à ces femmes qui soient en lien avec le coaching, ce que j'apprenais. Donc voilà, donc j'ai commencé à accompagner certaines personnes, dans le cadre d'Europadonna d'ailleurs, pour voir ce qu'on pouvait faire. Et je fais de l'accompagnement vraiment individuel auprès de ces personnes. Je ne leur donne absolument pas de conseils, et je rejoins aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que je ne donne pas de conseils. Mais par contre, j'essaye d'aller chercher les ressources qu'elles ont en elles, ce que la maladie a pu leur apporter. Et j'essaie surtout de les faire avancer, parce que quand on sort de cette maladie-là, les retours que j'ai, c'est clair. Pour faire court, je n'ai plus confiance en moi, je n'ai même plus forcément envie de faire ce que je faisais avant, ce qui m'est arrivé. Et donc du coup, je travaille beaucoup avec ces personnes-là sur cet aspect-là. Voilà. Et tu me disais que des fois, il suffit 1, 2 rencontres avec une personne pour débloquer une situation, et que ce que tu ressentais, c'était souvent l'absence de dialogue. Oui, ça aussi, ça a été dit, mais effectivement, je confirme, c'est très souvent ça. C'est comment j'en parle à mes collègues, à mon patron. D'ailleurs, il m'en parle même pas. Les bruits de couloir, effectivement, celle-là, c'est la cancéreuse. Ça aussi, je l'ai entendu. Donc, mon rôle consiste surtout à écouter beaucoup. À faire réfléchir sur quelles sont les nouvelles valeurs de la personne. Alors, pas les nouvelles valeurs, parce que les valeurs, on les a au fond de soi, mais quelles sont les nouvelles priorités de la personne. Qu'est-ce qui s'est passé avec la maladie? Qu'est-ce que ça a déclenché d'autre? Et on va vraiment travailler là-dessus. Et si je reprends par rapport à un coaching classique d'entreprise, où on va faire 6 ou 8 séances, très souvent en 2 ou 3 séances, la situation se débloque et la personne repart avec des éléments qu'elle a trouvés en elle, des choses à faire qu'elle a trouvées en elle, mais elle repart beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine. Alors, j'ai des personnes qui ont quitté l'entreprise, moi, derrière, après les séances de coaching. Ça peut aussi arriver, quoi. Là, la personne me dit, mais finalement, je me rends compte que je ne peux plus faire ce que je faisais. Donc, elle part. Ça peut arriver aussi. Il faut s'attendre à tout. Voilà. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut avoir quand même quelques, entre guillemets, catastrophes à faire revenir le salarié dans l'entreprise trop vite.
Parce que c'est vrai que c'est déstabilisant quand on n'est pas à 100%, quand on travaille dans une entreprise qui actuellement demande de plus en plus de revenir à 60-70% de ses capacités, c'est très compliqué. Mais je crois que c'est vraiment important d'insister sur l'intérêt de la visite de pré-reprise. Alors c'est vrai que dans les cas des cancers, c'est souvent difficile de savoir à quel moment on la positionne. C'est vrai que souvent, depuis la réforme de la santé au travail, c'est vrai que le médecin conseil peut demander une visite de pré-reprise et doit la demander après 3 mois d'arrêt. Souvent, au bout de 3 mois, le traitement est à peine commencé. Donc souvent, le médecin conseil ne convoque pas les salariés pour des visites de contrôle. Donc souvent, je dirais que quand le traitement est terminé, les traitements lourds sont terminés, je crois que c'est important de commencer une première visite de pré-reprise pour essayer de faire le point un petit peu sur les traitements qu'il y a eu, les séquelles qu'il pourrait y avoir par rapport à ces traitements, et essayer de se projeter un petit peu avec le salarié sur ce qu'il aimerait faire ensuite. Alors, je vais vous donner un exemple d'une dame qui était hôtesse de caisse. C'est un des premiers dossiers que j'ai traité il y a 10 ans de ça, même plus peut-être, qui était hôtesse de caisse, qui, suite à son cancer du sein, ne pouvait plus être hôtesse de caisse et qui est partie faire une formation d'infirmière. Et en fait, elle avait toujours voulu être infirmière, cette fille. Et puis, bon, elle est rentrée pendant un été. Elle avait un bac+1. Elle a arrêté ses études parce que elle était rentrée travailler 2 mois comme hôtesse de caisse. Au bout des 2 mois, on lui a dit si vous voulez, on vous garde. Je lui ai dit oui. Et elle a bossé chez nous 8 ou 9 ans comme hôtesse de caisse. Mais en fait, après, elle s'est mariée. Vous voyez, elle est rentrée dans un schéma, les enfants, tout ça. Et puis la maladie, à un moment, l'a interrogée. Elle s'est dit mais d'abord, quand on lui a dit mais non, ce sera plus possible. Et elle a construit tout ce projet. Pour le commun des mortels, je pense qu'il y a une chose qui n'est pas évidente du tout, c'est qu'aujourd'hui, le cancer se guérit bien, et qu'il y a de grandes chances pour que on puisse reprendre le travail, on puisse reprendre sa vie. Le traitement est lourd, donc la coupure se fait. Et le temps passe, c'est difficile de renouer le lien. Quand en plus, on sait que l'employeur a une exigence d'efficacité, de productivité, etc. Donc, assurément, la personne qui peut remettre du lien, c'est le médecin de santé au travail, parce que lui, il connaît bien sûr le salarié, il connaît l'employeur et il connaît surtout le travail. On peut maintenant effectuer un bilan professionnel pour définir un nouveau projet, ensuite construire un projet de formation, acquérir des compétences et aller vers un nouveau métier. Et du coup, peut-être d'ailleurs pas chez nous, mais ailleurs, mais se réaliser, retrouver du lien social. Si on anticipe, on peut avoir l'espoir d'avoir accompagné la personne sur un projet qui lui permette de s'épanouir sur autre chose dans un autre secteur d'activité où les contraintes physiques ne seront pas les mêmes. Si on parle de cancer au travail, ça veut dire que le malade est adulte et que le soignant n'a pas à être d'accord ou ne pas d'accord, il doit être à l'écoute d'une problématique qui est globale. Il y a une problématique de santé, il y a une problématique sociale, une problématique de féminité. Quand j'étais diagnostiquée l'été dernier, et ça faisait 2 mois que j'avais pris mon poste après une pause dédiée à une reprise d'études. Donc professionnellement, ça aurait été du suicide que je m'arrête. Le discours que j'avais, c'était le discours un peu ce que vous dites. Allez, va te faire soigner, on en parle après. Oui, mais après, j'ai pas envie d'en parler après, c'est maintenant. C'est mon corps, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Jusqu'au jour où je suis arrivée chez le docteur Martin, qui, non, très sérieusement, c'est le seul qui m'a écoutée. J'ai dit, mais voilà, je travaille, je ne veux pas m'arrêter, c'est extrêmement angoissant pour moi de gérer des problèmes de fric, de gestion de carrière, plus que le cancer. Il m'a dit, bon, on va voir, on va essayer, je suis d'accord pour qu'on essaye, et si ça ne va pas, on s'arrête. Et je trouve que c'est extrêmement sain de dire à un patient qui exprime le désir, qui est adulte, parce que si on est au boulot, ça veut dire qu'on est adulte, de dire, voilà, c'est mon corps, c'est ma vie, j'ai envie d'essayer. J'ai eu le sentiment que toutes les personnes qui me conseillaient de me soigner et de songer à ma carrière après, qui me renvoyaient un rôle de petite fille, et en gros, mets ton pyjama et on en parle après. Et c'est possible, je l'ai fait, ça a été dur, mais celles et ceux qui veulent continuer, s'il y a des malades, faites-le, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a ancré dans la vie, ça a créé un cercle vertueux, j'ai plutôt bien supporté le traitement. Alors, je ne sais pas si j'ai pu travailler parce que j'ai bien supporté le traitement, ou si
j'ai supporté le traitement parce que j'ai travaillé. En tout cas, ça m'a ancré dans la vie. Donc, faites-le si vous voulez. Chacun décide et il faut instaurer le dialogue avec les soignants. Voilà. J'ai effectivement beaucoup de patients, enfin beaucoup, non, j'exagère, une minorité qui ont continué à travailler pendant leur traitement. Soit parce que effectivement ça leur faisait du bien psychologiquement de continuer dans le coup, comme on dit, dans la vie. Soit parce que malheureusement ils n'avaient pas le choix. Parce que souvent on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a qui n'ont pas le choix. Moi par exemple, il y a une femme, alors elle n'était pas dans une entreprise, femme de ménage, seule, 2 enfants. Je m'arrête, je fais quoi? Je fais comment? Si on me demande mon avis que je n'ai pas donné en tant que psychologue, mais enfin je peux quand même un petit peu conseiller ou parler avec mes patientes. Je ne suis pas tellement pour parce que je trouve que c'est un moment où il est important de se recentrer sur soi-même. C'est une parenthèse de vie, certainement compliquée, et je trouve que c'est pas mal de se poser des questions, de se remettre en question. Mais bon, après c'est vraiment, encore une fois, du cas par cas. Donc on revient toujours là-dessus. Alors, il y en a qui veulent garder le contact avec l'entreprise, mais elles ne savent pas comment, parce qu'elles sont fatiguées. Alors, bon, peut-être envoyer un mail de temps en temps pour donner des nouvelles. Voilà, je vais bien, je ne vais pas bien, j'en suis à ma séance de chimiothérapie, ne vous inquiétez pas, etc. Si je ne réponds pas à vos demandes, ne vous vexez pas, mais c'est parce que je suis un peu fatiguée, prise dans mes traitements, etc. Bon. Ensuite, alors là, il y a un petit danger quand même. Il y en a qui me disent, moi, j'ai fait une grande erreur. J'ai été déjeuner, parce que je me sentais relativement bien. Je suis allée déjeuner à mon travail avec mes collègues. Et puis, comme elle se sentait bien, la patiente, elle s'est pomponnée et tout, elle était contente. Et là, réaction des collègues, m'a dit, non, mais t'es pas si malade que ça, toi, pourquoi tu viens pas bosser? Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le syndrome de l'après-maladie. Parce que la reprise du travail, ça veut dire quelque part l'après-maladie. Ce que moi j'appelle le cancer blues. Or, c'est quelque chose qui existe, c'est la dépression post-cancer. C'est-à-dire qu'une fois que le médecin vous dit, bon, bah, écoutez, vos résultats sont bons, voilà, tout va bien, on se revoit dans 6 mois, c'est rare les patients qui sautent de joie. Enfin, moi, j'en ai très peu. Et tout le monde autour de soi et au travail s'empresse de dire « Génial, t'es guéri, on passe à autre chose, tu deviens celle que tu étais avant. » Or, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a un décalage terrible entre soi et les autres, parce qu'on est fatigué. Bon, il y a tous les syndromes physiologiques, mais aussi psychologiquement, il y a cette reconstruction. On a perdu ses repères, il faut en reconstruire d'autres. On est dans une espèce de creux de la vague et personne ne comprend. Je trouve qu'on est très incompris à ce moment-là. Et donc, il y aurait... Moi, je pense, mais ça, bon, Jury Santé s'en occupe très bien et beaucoup mieux que moi, qu'il y a un vrai travail à faire aussi pour former, informer les chefs d'entreprise, les collègues, sur qu'est-ce que c'est qu'un cancer. Parce que le cancer, on en parle beaucoup, tout le monde en a peur, mais on ne connaît pas. Je crois que ce que vous êtes en train de discuter, c'est un rapport au savoir. Et que pendant très longtemps, on a le savoir médical qui sait ce que c'est que le cancer. Alors, je pense que les médecins savent ce que c'est que le cancer, mais ce qu'ils ne savent pas du tout, c'est votre vie personnelle. Ça, ils ne la connaissent pas. Et donc, on ne peut pas connaître le cancer. On ne peut pas connaître le cancer, sauf d'un point de vue biomédical. Donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. On ne peut pas connaître, il n'y a que moi qui peux savoir ce qu'est le cancer, et encore. Parce que vous avez peut-être un inconscient, vous avez peut-être... voilà. Même pour vous, c'est peut-être incertain. Pour preuve, quand on suit des itinéraires, les gens changent d'avis. Ouais, hein, je veux dire, ils changent d'avis, ils pensent s'être trompés, etc. On fait tout ça. Hein. Donc, je crois que c'est très important et on a beaucoup de mal à sortir de cette vision biomédicale uniquement du cancer. Et on a du mal à sortir un peu de cette dichotomie dont vous avez parlé, madame, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, entre on est malade ou bien portant. Et non, on peut être les deux en même temps. On peut être malade et bien portant. Et je crois que c'est vrai aujourd'hui de beaucoup de choses dans notre société. On peut être la même chose et son contraire, ce qui est complètement nouveau, et ce qui nous oblige d'ailleurs à repenser le système de protection sociale qui a été pensé précisément sur cette dichotomie. On met à l'abri des gens qui sont malades parce qu'ils sont plus performants. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de penser avec la fragilité. Vous voyez, on est fragile, on est tous fragiles. Il y a des gens plus ou moins fragiles. On n'est pas performants et invulnérables, on n'est pas des Superman. On est tous fragiles. Et à mon avis, c'est ça que l'entreprise devait prendre en compte. Et
peut-être dans les années qui viennent, elle le prendra en compte, parce que vous savez, on parle beaucoup des risques psychosociaux. Il y a des lois sur le handicap qui contraignent les entreprises à embaucher des personnes handicapées. La GFIP dit qu'il y a 15 millions de personnes qui auront une maladie chronique dans les années à venir, et que véritablement l'enjeu social pour les entreprises, c'est à son tour de prendre en charge par le travail des personnes qui sont fragiles, entre malades et bien portantes. Et je pense que mais c'est quelque chose dont on a du mal pour l'instant, je trouve, à acquérir, parce qu'on est encore sur un schéma un peu dichotomique. Je voudrais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire. Et après, je passe. Il y a aussi des femmes qui ne veulent plus retourner, ou des femmes ou des hommes, enfin moi je reçois essentiellement des femmes, qui ne veulent plus retourner dans leur travail et dans le système de stress et de pression qu'elles avaient auparavant. Elles en ont peur parce que, à tort ou à raison, et ça voilà, là n'est pas la question, elles me disent « je suis sûre que c'est à cause de ça, pas tout, certaines bien sûr, que c'est à cause de ça que j'ai eu un cancer. Parce que j'étais tellement stressée, tellement pressurisée, etc., avec performance et tout ce qui s'ensuit, que je suis sûre que c'est pour ça que j'ai développé mon cancer. Et j'ai qu'une peur, c'est d'y retourner pour rechuter ou retomber malade. Et... Alors là, je ne sais pas, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Je vais être encore plus modeste que vous voulez bien le dire. Nous ne connaissons pas le cancer. D'accord. Donc, non. Mais je ne connais même pas, je ne connais surtout pas la maladie cancéreuse. Je ne vais pas prétendre connaître la personne en tant que telle. Mais vous savez qu'à un moment, on dit cette tumeur, elle fait tant de centimètres. Donc, statistiquement, le risque de récidive est de tant. Et on a fait des essais qui nous ont montré que quand le risque de récidive est tant, on doit faire tel traitement. Nous sommes dans du probabiliste du début à la fin, dans l'accompagnement de cette maladie. Je ne dis pas aux gens, vous allez faire cette chimiothérapie parce que vous en avez besoin. Vous allez faire cette chimiothérapie parce que vous en avez peut-être besoin. Je ne fais pas cette chimiothérapie parce qu'elle va marcher. Je fais cette chimiothérapie parce qu'elle va peut-être marcher. Et donc, à un moment, il faut savoir que nous, on n'est pas dans le pouvoir médical. On est dans les explications. On dit voilà. Aujourd'hui, on a apporté à peu près la preuve que dans telle et telle situation, il fallait faire telle et telle chose. Et le problème qui se passe pour le patient qui rentre dans la pathologie, comme l'exemple le plus caricatural du dépistage, où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une personne en bonne santé qui dit « Tiens, et si j'allais faire ma mammo ?» D'accord ? Et qui fait faire sa mammo parce qu'elle avait un petit moment entre deux courses, d'accord ? Et qui apprend clac, clac, clac. Et à ce moment-là, c'est la perte de toute initiative. C'est, on va faire une biopsie, on l'a fait ce soir ou on l'a fait dans 2 jours? On l'a fait la soir, parce que de toute façon... Et puis on a la biopsie, et le résultat est positif, on dit, il faut faire une opération. Alors bien sûr qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui vont partir, qui vont dire, faites chier, votre truc, je ne veux pas en entendre parler, on les retrouvera un peu plus tard. Mais la personne qui entend, elle va dire, bah oui, on y va, et on fait une opération, et on fait, etc. Et à un moment, l'initiative, elle est où? L'initiative, là, moi je dis souvent, on leur donne, on met les gens dans un bateau, on les envoie sur une rivière dont on ne sait pas comment elle coule, à quelle vitesse et comment, on leur enlève les rames. Et puis, va comme je te pousse. Et je dis souvent que les gens ont un besoin de reprendre des rames. Alors reprendre des rames, ça va être des traitements parallèles, ça va être des choses qu'ils n'ont pas envie obligatoirement de nous raconter. Ça va être, moi je veux bosser, ça va être, voilà. Et je crois que tout à l'heure, à la fin de la première table ronde, j'ai cru entendre quelque part qu'on me taxait de dirigiste parce que je proposais que les médecins du travail fassent quelque chose. Non, je dis qu'aujourd'hui, on a des entreprises du CAC 40, ou même mieux que ça pour Roche, et du casino. On a des entreprises qui ont une puissance économique importante et qui peuvent se permettre de se lancer dans des actions comme ça. Et puis tout le monde n'est pas dans ce genre d'entreprise. Et effectivement, il y a peut-être des règles à donner ou des conseils à donner, on appellera ça comme on voudra, des conseils à donner pour que le retour au travail, pour que les médecins du travail, dans les sociétés de médecine du travail qui interviennent, enfin qui ne sont pas dans la société,
ils aient une éducation, ils aient effectivement qu'on les accompagne pour faire face à ces défis qui sont importants et qui sont effectivement l'intégration dans notre société de tout un tas de gens qui n'y sont plus totalement adaptés. Donc je crois que vraiment, ça, ce soir, c'est ce qui est instructif de ce que vous venez de dire, d'accord ? Et le problème, après, c'est de diffuser, c'est que ça passe dans les mœurs. Vous savez, les gens qui... Aujourd'hui, tout est écrit, tout est dans les règles. Vous savez, les gens soignaient le cancer d'une certaine façon, ils le soignaient globalement plutôt bien. Mais on a quand même dit qu'il fallait réunir les médecins, etc. Les gens, il y a tout un tas d'endroits où ça se faisait déjà, mais on a fallu le formaliser. Et donc, on est dans une société qui formate beaucoup. C'est peut-être pas très bien, parce qu'après, dans ces formats, il faut trouver le rétablissement de l'individu, d'accord ? Mais sinon, effectivement, aujourd'hui, un problème comme une tumeur telle tumeur, et on fait déclencher le truc, on pourrait très bien considérer que c'est une succession de décisions qui doivent être expliquées, qui doivent être accompagnées, qui doivent être... Parce que sinon, on n'arrive pas à faire avancer les gens. Mais je crois que l'important, c'est effectivement de savoir qu'on doit être à l'écoute de l'individuel, et analyser l'individuel, et puis le tout dans un système qui a ses limites sur le plan général, économique, démographique, enfin tout ce qu'on veut. Je travaille au sein du groupe Apicil et ce que vous appelez des règles, nous on appelle ça de la prévention et du travail. On est un acteur social, un acteur de la protection sociale, on a beaucoup de clients entreprises, des petits, des tout petits, des individus parfois qui sont leurs propres patrons, puis des moyens et des grands, des très grands. Comme vous l'avez dit, on l'a vu, les très grands, ils ont des moyens de mise en action. Et les petites et les moyennes entreprises, je ne suis pas certain qu'il faille parler de règles, rajouter des carcans. Je pense que nous, notre propos, notre conviction, c'est d'aller dans la pédagogie et de parler de la santé du corps vivant qu'est l'entreprise. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est quelque chose qui est vivant par ses collaborateurs. Et si les collaborateurs sont en mauvaise santé, pour quelque raison que ce soit, l'entreprise va mal aller. Elle va mal aller, et d'ailleurs, elle va perdre de l'argent. Et vous avez des démonstrations mécanistes qui montrent qu'une entreprise dont les collaborateurs sont en mauvaise santé va détruire de la valeur, pour parler avec des grands chiffres. Et notre propos, nous, c'est d'aller accompagner les entreprises en tant qu'acteurs de la protection sociale et de leur dire: pensez aux conséquences que peuvent avoir une mauvaise santé de votre corps humain qui est votre entreprise. Et de travailler très en amont sur la pédagogie. Ça peut être des problématiques de maladies invalidantes, ça peut être des problématiques d'organisation du travail, ça peut être des problématiques d'ergonomie des postes de travail, je pense notamment à l'industrie, ça peut être des problématiques de compréhension du sens du travail, ça peut être des problématiques d'équilibre vie privée, vie pro. On a parlé tout à l'heure, on est malade, on est bienveillant, mais aussi bien portant. Mais ça peut être aussi, on est malade à un instant T, puis à T+1, on l'est moins, etc. Donc on a une fongibilité extrême des instants de vie, avec en plus des capacités de travail qui se mélangent. Donc, notre propos, c'est d'aller voir les entreprises et de proposer aux entreprises, au-delà de notre rôle d'acteur d'assurance, entre guillemets, de méchants financiers, de penser à se préoccuper à ces questions et de les aider à trouver des dispositifs. Parce que des dispositifs tels que Madame, en tant que coach, ou de retour emploi, de diagnostic de travail, on en fait, nous, on consacre des millions d'euros à aider des entreprises, des associations, des individus qui nous le demandent. Et on sait que c'est un besoin qui est latent et qui est chez beaucoup de gens. Par contre, il faut, et nous, notre propos, c'est de parler aux entreprises, de se préoccuper à l'avance et anticiper sur plein de sujets. On parlait à quel moment il faut parler, et souvent les patrons, ils ont peur. Moi, quand je parle avec des patrons, ils ont peur de dire: mais j'ai tel collaborateur, il est parti, d'abord je ne sais pas quand il va revenir, je ne sais pas si j'ai le droit de lui parler ou pas, etc. etc. Et quelque part, le fil, il se détend, et puis au bout d'un moment, éventuellement, il casse. Et donc nous, on propose aussi des dispositifs, je dirais pas de médiation, mais d'intervention, de dialogue, qui sont ouverts. Et ce qui est important, c'est de proposer à l'avance, parce qu'il y a forcément, toute entreprise sera confrontée à ces problématiques-là un jour ou l'autre.